Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Il est tout juste midi, voici les principaux titres développés dans notre édition. Le programme CAPDEL, une démarche mise en œuvre par le gouvernement algérien en partenariat avec le PNUD et l'appui de l'Union européenne. Il vise à promouvoir le développement local en appuyant les collectivités. 10 communes ont été choisies, nous en parlerons en détail avec notre invité ce matin, M. Mohamed Dahmani, directeur du programme CAPDEL. Nous irons à Batna voir l'évolution de l'unité de Barika spécialisée dans la fabrication d'aluminium. Elle s'est lancée récemment dans la récupération des déchets d'aluminium. Et enfin du football, pour finir, la JS Kabylie s'est imposée devant le Mouloudia d'Alger sur le score de 3-1 en match comptant pour la mise à jour de la 23e journée de Ligue 1 Mobilis disputée hier au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. Bienvenue à tous, mais avant de développer tous ces sujets, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue sénégalais Macky Sall à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son attachement à la poursuite des efforts tendant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans le continent africain. Le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu ce matin une délégation de membres du Congrès américain conduite par Devin Nunes, président du comité permanent de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. En Tunisie s'ouvrent aujourd'hui les travaux de la 43e session du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement. Le ministre des Finances y prend part. Abdelrahman Raouia présidera par ailleurs demain dans la capitale tunisienne la 18e réunion annuelle du Haut Conseil des fonds d'El-Quds et d'El-Aqsa. On en vient au dossier de notre édition. Aider les petites et moyennes entreprises à développer leurs activités est l'objectif d'une étude menée par l'équipe du programme CAPDEL. L'exemple de la commune d'El Khroub dans la wilaya de Constantine, région à grand potentiel économique. En plus de 15 ans d'existence, le groupe pharmaceutique KPMA dans la zone industrielle a pu développer son activité et répondre aux besoins du marché national. Le reportage est signé Hasna Zouberi. Accompagner les entreprises dans la commune de Khroub pour développer l'économie locale est la mission que s'est donnée le programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local CAPDEL. D'ailleurs, une étude a été lancée pour connaître les potentialités économiques locales. L'objectif est d'identifier quels sont les axes de développement qui permettent à une commune donnée, donc dans le cas actuel c'est la commune de Khroub, qui permettent à une commune de développer des partenariats stratégiques entre acteurs économiques, donc l'État, les élus et les acteurs économiques eux-mêmes, les opérateurs eux-mêmes, qu'ils soient grands opérateurs ou même micro-entreprises, artisans, de développer des stratégies pour générer de la valeur à partir des ressources propres de la commune ou bien du territoire. Le groupe KPMA représente bien la région d'El Khroub. Situés dans la zone industrielle, les laboratoires KPMA ont pour vocation de fabriquer et conditionner des médicaments dans le but de satisfaire la demande nationale et réduire la facture des importations. KPMA, c'est un groupe pharmaceutique constitué de 4 unités de production pharmaceutique. فيها les bêta-lactamines, antibiotiques, non antibiotiques, suppositoires, pommades et sirop. Et on a une autre unité qui est située à l'Heria et qu'on va faire prochainement dans 1 mois ou 2 mois, les injectables antibiotiques, non antibiotiques et hormones. Créé en 2002, ce groupe pharmaceutique emploie aujourd'hui des centaines de personnes dans la commune de Khroub. On a recruté plus de 400 ouvriers, filles et jeunes, c'est des cadres, maîtrises, des pharmaciens, des ingénieurs, des chimistes, et tout ça dans la région d'El Khroub. Ce groupe pharmaceutique est donc un modèle du développement économique dans la commune de Khroub. D'autres PME devront suivre la dynamique du développement dès l'application de la charte communale chapeautée par le programme CAPDEL. Et comme je vous le disais en titre, ce programme CAPDEL a été mis en place par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec le PNUD et le soutien de l'Union européenne. Nous accueillons ce matin pour en parler plus en détail Monsieur Mohamed Dahmani, bonjour.
Alors vous chapeautez ce programme, vous êtes le directeur du programme CAPDEL et chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Alors on l'a vu à travers le reportage, on l'a dit brièvement, vous allez peut-être nous le présenter un peu plus en détail. Ce programme vise réellement à renforcer aujourd'hui les capacités des autorités locales et de la société civile comme acteurs de développement local et économique. Merci pour l'invitation. Il s'agit vraiment de cela, du renforcement des capacités des acteurs locaux qui interviennent dans le processus du développement local. Et c'est en plein l'intitulé de notre projet. Notre projet s'appelle Démocratie participative et développement local. Donc ce que vise le programme, à travers une application sur une dizaine de communes pilotes, c'est de mettre en place une gouvernance locale concertée pour un développement durable et intégré du territoire communal et l'épanouissement de ses citoyens. Et pour cela, nous passons par un renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs dans ce travail conjoint qu'ils doivent mener pour arriver justement à enclencher ce processus de développement durable. Alors vous avez parlé d'un terme qui peut nous apparaître comme nouveau, démocratie participative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'on considère le citoyen comme un acteur de développement. Il devra participer carrément dans les prises de décision politiques. Alors on en parlait juste avant, qui sera ce citoyen et sur quel plan pourra-t-il participer? Alors la participation citoyenne, ce n'est pas tout à fait quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre culture. Les Algériens connaissent Tajmat, l'Azaba, connaissent les Arouch, etc., qui sont des formes traditionnelles de participation à la prise de décision au niveau de la communauté, de la localité. Mais depuis la nouvelle Constitution 2016, qui a été portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, la Constitution a consacré la participation citoyenne au niveau des collectivités locales. Maintenant, qui participe ? C'est l'ensemble des citoyens qui peuvent participer au processus de prise de décision, au processus de gestion des affaires locales. Les citoyens, tout d'abord les citoyens qui ont une expertise d'usage qu'ils peuvent mettre au profit de la collectivité. Donc c'est des citoyens non structurés mais qui ont une expertise personnelle. Il peut y avoir des citoyens qui sont structurés en associatant, donc c'est l'ensemble des organisations de la société civile. Il y a les acteurs économiques, qu'ils soient opérateurs économiques ou organisés à l'intérieur de corporations professionnelles, les chambres de métiers, chambres d'artisanat, etc. Et il y a également les femmes, les jeunes, les personnes vivant une condition de handicap, donc l'ensemble des catégories de la société ont cette capacité de participer. Comment pourront-ils participer à ce processus de gouvernance locale? C'est à travers des instances consultatives citoyennes. Alors pour cela, et à travers les communes modèles, nous sommes en train d'appuyer les communes modèles à l'élaboration de chartes communales de participation citoyenne. Donc ces chartes vont déterminer les valeurs, les principes de cette participation, c'est-à-dire le respect mutuel, le respect du rôle et des attributions de chacun, les élus, l'administration, les citoyens, mais également les mécanismes à mettre en place, les mécanismes pratiques à mettre en place pour permettre cette participation dans un cadre organisé, donc un conseil consultatif communal qui peut se décliner en comités spécifiques chargés de questions particulières, l'économie par exemple, en ce qui concerne le développement économique local, mais pas seulement, des comités consultatifs de femmes, donc pour intégrer la femme et renforcer sa participation dans la gouvernance locale et sa participation civique, donc politique, économique, sociale, également les jeunes. Voilà donc, à travers cette charte va constituer une sorte de contrat moral entre la commune et ses citoyens qui permettra donc aux citoyens de faire valoir leur expertise d'usage et de faire connaître aux autorités locales leurs priorités, leurs besoins, leurs préoccupations.
Alors on peut dire que c'est une démarche un peu qui vise à promouvoir les bonnes pratiques pour essayer d'identifier les voies et moyens pour assurer un développement économique, mais pas seulement. Vous allez nous en parler plus en détail. Vous cherchez aussi à améliorer l'efficacité des services locaux pour promouvoir donc ce développement local. Et on terminera sur une dernière question. Vous avez lancé ce projet en 2017. Est-ce qu'il vous a permis aujourd'hui d'avancer et d'établir ou d'identifier les mécanismes à mettre en place pour assurer un meilleur développement local, Monsieur Dahmani? Très bien. Alors, tout d'abord, il faut savoir que notre programme se base sur 3 axes essentiels qui sont d'abord la modernisation et la simplification du service public. Et là, on est dans les services sociaux. Donc, améliorer les conditions de vie des citoyens, c'est un des piliers du développement durable. Le second axe, c'est le renforcement de la planification stratégique locale, c'est-à-dire notamment à travers l'élaboration de plans communaux de développement qui soient participatifs et consensuels. Et puis, le troisième axe, et ça représente le pilier économique du développement durable. Et le troisième, c'est tout ce qui concerne les risques environnementaux, c'est-à-dire comment intégrer les risques environnementaux dans la planification stratégique pour assurer de la durabilité aux actions qu'on mène sur le territoire, les projets, et également comment permettre à la société civile de travailler aux côtés des pouvoirs publics dans la gestion des risques environnementaux, que ce soit dans la prévention ou dans la gestion des catastrophes. Voilà donc les 3 piliers. Et le pilier transversal, c'est cette participation citoyenne. Donc c'est un travail multi-acteurs au niveau local. Et là, on est dans la gouvernance du développement durable, la gouvernance concertée. Ça d'un côté. Maintenant, quels sont les résultats auxquels nous avons abouti jusqu'à aujourd'hui? Une première étape qui est essentielle justement au processus de planification locale, c'est l'étape du diagnostic territorial. Alors nous avons élaboré, grâce à une expertise offerte par le Centre national d'études pour le développement et pour la population et le développement, le CNEAP, qui est sous tutelle de notre département ministériel, nous avons réalisé des diagnostics territoriaux participatifs au niveau de chacune de nos communes. C'est-à-dire que ces diagnostics ont été élaborés sur la base d'informations objectives qu'on peut collecter auprès de tous les acteurs institutionnels du territoire, la wilaya, la daïra, la commune, la wilaya avec l'ensemble de ses directions, bien évidemment, mais aussi à travers la perception des citoyens de la réalité de leur territoire. Et là, quand on parle du diagnostic territorial de la commune, on touche à l'état de la gouvernance. Est-ce que les citoyens participent? Jusqu'à quel niveau dans le processus de prise de décision? À l'état des services publics, le niveau de rendement des services publics locaux, quelles sont les difficultés, etc. L'état de l'économie locale, est-ce que les acteurs économiques au niveau territorial travaillent normalement, ont des difficultés, il y a des entraves, etc. Est-ce qu'ils travaillent bien avec les autorités locales? Est-ce qu'ils travaillent bien entre eux? Donc voilà les questions qui sont reprises dans ce diagnostic, et il a été réalisé, comme je disais, avec la participation de l'ensemble des acteurs au niveau local. Nous avons restitué ce diagnostic aux acteurs locaux. Un comité local délégué où est représenté chacun des groupes qui participent, ou des groupes d'acteurs identifiés au niveau local. Ce comité a travaillé sur un certain nombre de recommandations que nous avons intégrées dans la version finale du diagnostic. Et l'année prochaine, nous allons entamer la phase cruciale de notre programme, qui est celui de l'élaboration d'un plan communal de développement de façon participative. Et justement, cette planification se fera sur la base de ce diagnostic. On terminera très brièvement sur une dernière question. On ne peut pas parler de la formation, puisqu'elle fait partie intégrante du programme CAPDEL, et elle ne concerne pas uniquement les élus locaux. Tout à fait. Le programme, c'est renforcement des capacités, et donc il passe forcément par de la formation, et qui constitue la part du lion de notre programme. Donc nous avons finalisé un plan de formation qui concerne l'ensemble des acteurs locaux, les acteurs institutionnels, donc élus, agents et cadres de l'administration locale, les femmes élues, parce qu'il faut dire aussi que notre programme s'intéresse de façon spécifique aux femmes et aux jeunes. Donc il y a des formations qui sont
au bénéfice des femmes élues et également des formations pour les cadres des organisations de la société civile. Très bien, merci Monsieur Mohamed Dahmani. Je rappelle que vous êtes directeur du programme CAPDEL et chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Dans le reste de notre journal, direction le sud du pays à présent, à Illizi, précisément à Cosco, une société spécialisée dans l'engineering, les travaux publics et le génie civil veut jouer un rôle plus important dans le développement de la région. Partenaire privilégié de Sonatrach, à Cosco ambitionne de créer des zones industrielles pour favoriser les échanges entre l'Algérie, la Tunisie, la Libye et le Niger. Elle se veut également une entreprise citoyenne à travers l'amélioration de la vie sociale des populations. Bouchra Boali. Partenaire important de la Sonatrach, la Sarla Cosco est devenue depuis sa création en 1998 une société de référence dans le domaine de l'engineering, les travaux publics et le génie civil. On fait les travaux publics, on fait le génie civil, on fait les différents appels des sous-traitants Tawana, Sonatrach, tous les partenaires dans le domaine pétrolier. Nous réalisons des travaux un peu spécifiques, c'est-à-dire c'est des bassins d'évaporation qui rentrent dans le cadre de l'environnement. Grâce à des activités diversifiées et une large gamme de services, la société a pu répondre aux besoins de ses partenaires en matière d'ouvrage d'art et d'aménagement d'espaces verts, contribuant ainsi à la création d'emplois. Dans le cadre de l'aménagement des espaces verts dans les bases de vie, on a 3 contrats. Le projet d'Inamenas à Tign-Tourin en partenariat avec Sonatrach, British Petroleum et Statoil. On a également un projet avec Sonatrach à TFT. Akosco est l'un des plus grands employeurs dans la région d'Illizi. On compte 1010 employés répartis sur 40 sites sur Illizi et même à Tamanrasset. Akosco ambitionne par ailleurs de créer de nouvelles zones industrielles dans les régions frontalières pour favoriser le libre-échange. Illizi est la première porte vers l'Afrique, c'est pourquoi nous sommes en phase de lancer un projet très important et prometteur, à savoir la création d'une zone industrielle libre dans la région de Dabdab. Ce sera le point qui permettra à l'Algérie, la Tunisie et la Libye d'augmenter leurs échanges. Une seconde zone est prévue à Djanet et reliera la Libye, le Niger et l'Algérie. Et tout cela pour relancer le développement local. Outre ces activités lucratives, Akosco veut contribuer à l'amélioration de la vie sociale de la région à travers différents projets, comme la création d'un centre d'imagerie médicale à Inamenas, ce qui évitera aux populations locales de parcourir des milliers de kilomètres pour se soigner. En plus de produire de l'aluminium et d'offrir des postes d'emploi, l'unité de Berika de fabrication d'aluminium dans la wilaya de Batna contribue à la préservation de l'environnement. Elle s'est lancée dans la récupération des déchets d'aluminium et recyclage de ce matériau très prisé sur le marché algérien. Menel Boutwaba. Avec une capacité de production qui peut atteindre les 6000 unités par an, cette usine de fabrication d'aluminium implantée à Berika s'est lancée dans la production de ce matériau très prisé pour son aspect fonctionnel et esthétique. Elle aspire aujourd'hui à développer son activité vu la demande croissante pour ce métal très peu coûteux à produire. L'usine offre aussi l'opportunité à beaucoup d'ouvriers et stagiaires de bénéficier d'une formation de qualité et peut-être décrocher un poste d'emploi plus tard. On emploie actuellement 80 personnes et on aspire à atteindre les 120 voire 130 employés. La formation se fait ici au niveau de l'usine. Le stagiaire va travailler et acquérir en même temps de l'expérience dans les différentes phases de production. Dieu merci, j'ai pu décrocher un poste d'emploi ici à raison de 8 heures par jour et je suis assuré, comme tout employé qui se respecte. L'aluminium, métal le plus utilisé après le fer, présente l'avantage de pouvoir être recyclé indéfiniment. L'usine travaille en collaboration avec des sociétés privées pour récupérer les déchets et leur donner une seconde, voire une troisième vie. On essaye de récupérer la matière première en récoltant les déchets et les rebuts d'aluminium issus des menuiseries d'aluminium ou de vieilles bâtisses rénovées. On travaille ce matériau en lui redonnant l'aspect du neuf pour pouvoir le vendre sur le marché et permettre qu'il soit réutilisé. Un avantage certain pour cette usine en pleine expansion qui voit en ce regain d'intérêt pour le Made in Algeria une opportunité à saisir pour se frayer une place dans un créneau porteur et ô combien rentable.
Zoom ce matin sur l'Institut technique de développement agronome dans la wilaya de Ouargla, un centre qui vise à développer l'agriculture saharienne et assurer une bonne formation au profit des jeunes agriculteurs qui veulent se lancer dans ce secteur. Nesrine Ben Saidi. Développer l'agronomie saharienne en assurant une bonne formation au profit des stagiaires désireux de se lancer dans le secteur de l'agriculture, c'est la principale mission de l'Institut technique de développement agronome dans la commune de Hassi Ben Abdallah. Cette structure se charge d'encadrer les stagiaires et d'initier toute étude technique sur les ressources naturelles et la production en milieu saharien. Nous organisons à chaque fois des journées techniques et des sorties sur terrain. Le but de faire connaître aux agriculteurs les différentes variétés de fruits et légumes adaptés aux zones sahariennes et leur permettre de poser leurs questions. L'apiculture et la pisciculture, deux nouvelles filières qui viennent de voir le jour dans cet institut. Des spécialités qui attirent de plus en plus l'intérêt des jeunes stagiaires. Pour cela, un rucher composé de 15 ruches a été créé par 30 apiculteurs dans le but de former les futurs apiculteurs qui souhaitent développer cette activité. Nous avons créé 15 ruches pédagogiques qui serviront à former les agriculteurs qui veulent se lancer dans l'élevage des abeilles. Nous visons aussi à promouvoir cette activité. L'apiculture est une activité très rare ici à Ouargla. Par la création de cette nouvelle spécialité, nous voulons promouvoir et développer les capacités des fellahs dans cette filière. Promouvoir l'agriculture saharienne en développant les capacités et les connaissances des agriculteurs par la formation et l'orientation des étudiants figure parmi les principales missions de l'ITDAS. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Skikda en possession d'un fusil semi-automatique de type Simonov et une quantité de munitions. Il s'agit de Jim Stafadi Abourouaha qui avait rallié les groupes terroristes en 2014, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Chlef et à Indefla deux bombes de confection artisanale. Le représentant permanent du Front Polisario auprès de l'ONU, Ahmed Boukhari, est décédé hier soir des suites d'une longue maladie. Le défunt avait rejoint les rangs du Front Polisario dès son jeune âge. Il est connu pour ses compétences diplomatiques et juridiques, notamment au niveau des Nations Unies, où il a accompli sa mission avec patience et persévérance jusqu'au dernier souffle, a précisé le communiqué de la RAST. La présidence sahraoui a décrété un deuil national de 7 jours à partir de ce matin. Les dirigeants russes, iraniens et turcs se réunissent aujourd'hui à Ankara pour un sommet visant à relancer la recherche d'un règlement du conflit en Syrie où les trois pays se sont imposés en maître du jeu. C'est en bref et résumé ce matin par Naïma Haouch. Les dirigeants russes, iraniens et turcs se réunissent à Ankara pour un sommet visant à relancer la recherche d'un règlement du conflit en Syrie où les trois pays se sont imposés en maître du jeu. Moscou et Téhéran soutien de Damas et Ankara soutien des rebelles syriens sont les parrains du processus d'Astana qui a notamment permis la mise en place de 4 zones d'escalade en Syrie. Mais la quête d'un règlement du conflit syrien qui a fait plus de 350 000 morts depuis 2011 patine, notamment du fait des intérêts contradictoires de Moscou, Ankara et Téhéran et sur le sort du président syrien Bachar el-Assad. Selon une nouvelle étude de l'ONU publiée hier, le peuple palestinien s'est appauvri et se trouve de plus en plus privé de son droit au développement après un demi-siècle d'occupation et d'appropriation de ses terres et de ses ressources par Israël. Pékin annonce l'imposition prochaine d'une taxe de 25% sur le soja, les voitures, les petits avions et d'autres produits importés des États-Unis. Une mesure de rétorsion après l'annonce par Washington de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises. Ainsi, 106 familles de produits seront visées, représentant un montant de près de 50 milliards de dollars d'importation par an. Le siège de YouTube visé par des tirs. Une femme a blessé par balle 3 personnes, dont une très grièvement, près de San Francisco, semant ainsi la panique parmi les salariés. L'assaillante s'est donné la mort par la suite. Selon le San Francisco Chronicle, elle était furieuse contre YouTube, qu'elle accusait sur son propre site internet de censurer ses vidéos qui montraient des animaux maltraités. La police a indiqué qu'une enquête est en cours pour connaître ses motivations.
Et on terminera avec du sport, football. La JS Kabylie s'est imposée devant le Mouloudia d'Alger sur le score de 3-1 en match comptant pour la mise à jour de la 23e journée de Ligue 1 Mobilis disputée hier au stade du 1er novembre. La rencontre, disputée devant un public nombreux, a été marquée par l'expulsion du gardien international Fouzi Chouchi à la 55e minute. Cette victoire permet à la JS Kabylie de sortir de la zone de relégation, se hissant à la 11e place du classement avec un total de 26 points en compagnie de l'OM Médéa et de conserver du coup ses chances dans l'optique du maintien en Ligue 1 Mobilis. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Nadia Medessi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.